Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors, on va commencer cette deuxième séance. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, jusqu'à cette séance-là, on ne va pas encore introduire des cordes. Hein, c'est un peu la préhistoire. Donc, je donnais ce titre qui est bon aussi pour les séminaires qui vont suivre. Donc, on va faire des cordes sans parler des cordes. Hein. Ça, c'est avant qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y avait derrière ces modèles. Donc, on avait vu à la fin du cours de la semaine passée qu'en essayant de résoudre ces problèmes qu'on appelait des bootstraps, on était arrivé à une solution, la fonction bêta, qui avait des propriétés très intéressantes. Et c'était une solution exacte de ces problèmes de consistance. Et, disons, les propriétés de ces modèles semblaient être très intéressantes, même trop belles pour être vraies, si on veut. Et effectivement, plusieurs gens, en particulier, je me rappelle Sergio Fubini, avaient un peu de suspicion qu'il y avait quand même un prix cher à payer pour avoir toutes ces propriétés, quelque chose comme un vice caché dans les modèles. Et ce vice caché aurait été que les modèles contenaient en soi des états, dans le sens des états dans la mécanique quantique, à normes négatives. C'est ce qu'on appelait des ghosts, hein, des fantômes. Les fantômes sont très dangereux parce qu'ils correspondent à des probabilités négatives. Donc, comme s'il y avait une probabilité négative de produire certains états. C'est ce qui, évidemment, n'a pas de sens physique. Donc, si c'était le cas, ça aurait été vraiment la fin de cette théorie. Mais comment vérifier ça? Comment vraiment être sûr que ce n'était pas le cas et que les modèles n'avaient pas un problème de ce genre? Et bon, le premier pas à faire, c'était d'identifier les contenus de cette théorie en termes justement d'état. Qu'est-ce qui correspondait à ces pôles, hein? On a ces singularités dans l'amplitude de collision qui correspondent à des particules. Comment on peut identifier la nature de chaque particule que le modèle contient? Alors, on peut faire une chose très très simple, mais pas suffisante. Regardez juste dans l'amplitude de la collision, des collisions, on peut regarder au pôle à une certaine valeur de la variable S de Mandelstam, alpha égale n, et on regarde les résidus du pôle, qui, je pense que je l'avais expliqué la dernière fois, c'est un polynôme dans la variable t. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi un polynôme dans la variable cosinus de l'angle de déflexion. Alors, si je vous rappelais, j'avais écrit une formule la dernière fois où on développait l'amplitude de collision en polynôme de Legendre. Chaque polynôme de Legendre correspond à un spin bien défini de la particule, ou de l'onde partielle. Et donc, si ce polynôme
on fait un développement en polynôme de Legendre, chaque terme correspond à une particule de moment cinétique bien défini. Quand on fait ces petits calculs, on trouve que tous les polynômes de Legendre jusqu'au polynôme d'ordre n contribuent effectivement au résidu. Et la conclusion donc est que le spectre du modèle a une dégénérescence qui est au moins croît au moins linéairement à n, parce qu'au niveau n, il y a n spins différents. On peut dire linéaire ou quadratique, si ça dépend si on compte une particule de spin j avec une multiplicité de j plus 1. Mais disons, il y avait au moins cette dégénérance, mais le problème était que si on regarde un seul processus, deux particules en deux particules, on ne peut pas résoudre la dégénérescence à l'intérieur d'un J défini. Parce que toutes les particules avec le même J contribuent exactement de la même manière. Donc, pour vraiment comprendre les spectres de la théorie, il fallait construire d'autres amplitudes de collision et utiliser une propriété fondamentale d'une résonance ou d'une particule qui est l'effet que sa contribution à l'amplitude de collision se factorise en deux facteurs, le couplage aux particules initiales fois le couplage aux particules finales. Si vous voulez, c'est illustré dans ces dessins-là. Considérons, comme on l'avait déjà dit, un processus arbitraire où il y a un état initial et un état final. Si dans ces canaux, cette voie, ces canaux, on a une résonance R, sa contribution au processus se factorise un couplage de la particule à l'état initial fois le couplage de la même particule à l'état final. Et après, il y a cette singularité, ce pôle dans l'amplitude. Mais le résidu du pôle doit être factorisé. Donc, la question comment des états existent dans ces modèles de la matrice S, cette question devient la question combien de termes sont nécessaires pour pouvoir écrire cette amplitude en termes de contributions de résonance qui sont chacun factorisées de cette façon. Voilà. Donc, c'est écrit là en mots. Mais, disons, en principe, on aurait pu dire, bon, si on considère beaucoup de processus de particules en deux particules, mais on change la nature des particules initiales et la nature des deux particules finales, on peut arriver à compter les états. Mais on n'avait pas à disposition d'autres processus deux en deux, parce que, bon, il fallait avoir des états initiaux, par exemple, des spins arbitraires, mais c'était exactement le problème qu'on voulait résoudre, comprendre exactement qu'est-ce que c'était les particules contenues dans le modèle. Donc, c'était quelque chose qui ne marchait pas. Mais, heureusement, il y a eu très rapidement des généralisations à l'amplitude bêta dans le sens d'augmenter le nombre de particules initiales et finales. Donc, plutôt que changer la nature de deux particules initiales et de deux particules finales, c'était le cas, c'était plus simple de faire une généralisation où on ne changeait pas
la nature de chaque particule initiale et finale, mais on changeait simplement les nombres. Donc, au lieu de considérer un processus deux particules en deux particules, on considérait deux particules en trois particules en quatre particules, n'importe quoi. Et cette généralisation-là fut pratiquement immédiate, parce que, disons, la formule, la beta function, fut introduite fin de l'été 68 et à la fin de l'année 68, on avait déjà cette généralisation. Donc d'abord, les gens avaient construit une fonction pour deux particules en trois particules, après deux en quatre, trois en trois, et après la généralisation au cas plus général. Donc ça a donné lieu à ce qu'on a appelé Dual Resonance Model, un modèle dual à résonance, qui, si vous voulez, c'est la généralisation à beaucoup de particules initiales et finales des modèles de la fonction bêta. Et pourquoi on l'a appelé modèle dual à résonance? Parce que, si vous voulez, les choses qu'on a imposées pour construire ces amplitudes-là, c'était effectivement deux choses principales, l'aspect de résonance et l'aspect de dualité. C'est-à-dire, en essayant de généraliser l'amplitude 2 en 2, on a insisté sur deux propriétés de cette fonction-là. Le fait que les amplitudes ont seulement des singularités du type pôle, et l'autre, les propriétés de crossing qu'on a, et surtout cette idée de la dualité planaire. Si vous voulez, on a abandonné un petit peu toute cette idée de comportement asymptotique dictée par la théorie de Regge. La théorie de Regge peut être généralisée au cas de processus plus compliqués avec beaucoup d'états initial et final. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui va découler de la construction comme un bonus. On va trouver des propriétés à haute énergie qui sont très sympathiques, si vous voulez, mais on ne l'a pas mis comme un critère pour construire ces amplitudes. On a trouvé que seulement le fait d'insister sur l'aspect de résonance et l'aspect de dualité, c'était suffisant pour trouver cette généralisation de la fonction bêta. Alors là, j'ai fait un petit détour parce que là, j'insiste un peu sur le fait que ces amplitudes obéissent à une dualité dite de type planaire, en contraste avec une autre notion, une dualité non planaire, sur laquelle peut-être on va revenir, sûrement on va revenir, qui est un peu différente et que c'est à la base d'un autre modèle qui s'appelle le modèle de Shapiro-Virasoro. Et, disons, avec les yeux d'aujourd'hui, on comprend que la dualité planaire est la bonne dualité pour une théorie des cordes ouvertes, c'est-à-dire avec deux extrémités, tandis que la dualité non planaire, c'est la dualité appropriée pour des collisions de cordes fermées, sans extrémité, donc comme des boucles. Ça, c'est la nouvelle interprétation, mais déjà, disons, avant l'introduction de la théorie des cordes, on avait ces deux concepts de dualité planaire et non planaire. Donc, je vais un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est cette dualité planaire dans le cas un peu plus général. Bon, dans le cas de la collision de deux particules qui donnent deux autres particules, on a vu déjà dans les modèles de la fonction bêta une dualité entre les canaux qui sont évidenciés par l'ordre dans lequel on met les particules externes, initiales et finales. Je m'explique.
Prenons par exemple voilà, la collision de deux particules, P1, P2, en P3, P4. Si je mets les particules externes, qu'on appelle externes, initiales et finales, on les appelle particules externes par rapport aux particules qui circulent là-dedans. Si on les met dans cet ordre-là, on met en évidence des canaux. Le canal S, qui est caractérisé par cette énergie invariante P1 plus P2 au carré, et la variable, le canal T, qui est P1 moins, qui a une énergie invariante P1 moins P3 au carré. Si, par contre, je mets l'ordre des particules externes d'une façon différente, par exemple P2, P1, P4, P3, vous voyez que là, j'ai encore P1 et P2, donc ces voies, ce canal est toujours le canal S, même canal, même variable, mais maintenant, au lieu d'avoir le canal T, où l'impulsion totale est P1 moins P3, maintenant j'ai P1 moins P4. Mais P1 moins P4, c'est le canal U. Donc, cette amplitude-là, elle connaît S et T, mais elle ne connaît pas U. Cette amplitude-là, elle connaît S et U, mais pas T. Et cette amplitude-là, la troisième possible ordre des particules, nous donne la dualité entre un canal T et un canal U. Et, comme vous l'avez vu, disons, quand on a écrit l'amplitude AST, cette amplitude-là avait des singularités, des pôles, dans la variable S et T, mais il n'avait pas de singularité dans la variable U. Et d'une façon analogue, chacun de ces termes-là a des singularités dans les variables qui apparaissent dans les petits dessins, si vous voulez. Alors, ce concept-là est très facile à généraliser dans le cas d'un processus arbitraire où il y a n particules externes. Disons, pour mieux décrire le processus d'une façon générale, on va utiliser, attendez, peut-être encore un petit moment, juste un petit comptage voilà. Donc, on considère maintenant un processus plus générique avec n particules externes et on fait vite un petit calcul de combien de possibilités j'ai pour donner un ordre cyclique à ces n particules. C'est très facile parce que le nombre de permutations de n objets, c'est factoriel de n, mais je dois enlever un facteur n parce que justement, il y a une invariance par transformation cyclique, donc on a n éléments qui sont identiques, donc il faut diviser par n. Et en plus, si j'identifie cyclique et anticyclique, j'ai encore un facteur 2. Donc ça, c'est la... Et effectivement, si on prend n égale 4, 3 factoriels divisé par 2 est 3, et c'est les 3 diagrammes que j'avais tout à l'heure. Mais si vous prenez par exemple 5, vous obtenez 4 factoriels divisé par 2, qui, si je ne me trompe pas, fait 12. Donc on a 12 possibles ordres. Donc ça, c'est la première chose. Pour reconstruire finalement l'amplitude complexive, on doit sommer sur toutes les contributions de chaque permutation cyclique avec des poids qui s'appellent le coefficient de Chern-Payton, mais disons, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ce n'est pas qu'on doit toujours l'additionner avec les mêmes poids, ça dépend des nombres quantiques des particules externes, mais ça, ce n'est pas trop important pour le moment. Donc, l'idée est que pour chaque permutation cyclique ou anticyclique des particules externes,
on associe une fonction analytique qui a des singularités seulement dans les variables de Mandelstam qui correspondent au diagramme, au canot planaire. Hein? Et je vais montrer tout à l'heure. Donc, l'analogue de ce qu'on a fait tout à l'heure pour la fonction à 4 points. Alors, on utilise aussi une convention qui est très pratique parce qu'autrement, on a encore à décider quelles entre les n particules sont initiales et quelles sont finales. Donc, c'est très convenable de dire qu'on adopte la convention où toutes les impulsions rentrent dans notre processus. Donc, il part pas, il arrive. Donc, si on met toutes les flèches vers l'intérieur, la conservation de l'impulsion et de l'énergie nous donne que la somme de toutes les impulsions, cadre impulsions. Et moi, je supprime là un index mu, ça veut dire que les composants 0, 1, 2, 3 doivent se sommer à 0, donc conservation de l'impulsion et de l'énergie. Mais bien sûr, si la somme doit faire 0, nécessairement, il doit y avoir des énergies positives et négatives qui rentrent dans notre processus. Et l'interprétation est que si PI0, qui est l'énergie de la particule I, est négative, il faut réinterpréter cette particule comme sortant plutôt que rentrant. Et avec une impulsion qui est moins PI, on change toute la cadre impulsion de la particule. C'est une convention très utile parce que comme ça, on oublie pour l'instant qui rentre, qui sort, et on a un traitement complètement général. Alors, quels sont les canaux planaires dont j'ai parlé tout à l'heure, où je dois avoir des singularités de pôles? Sont définis, vous prenez votre dessin avec votre ordre préféré. Là, j'ai pris l'ordre naturel, 1, 2, 3. Et en général, on trace une ligne et on partage les particules externes en 2 groupes. Et chaque groupe doit contenir au moins 2 particules, parce qu'une seule particule, il n'y a pas de variables associées. Donc, on a ça, et la variable de Mandelstam correspondant est seulement la somme de toutes les impulsions qui sont d'un côté, et pour conservation, c'est la même qu'à un signe près de la somme de l'impulsion de l'autre côté, à un signe près, mais comme je prends de toute façon les carrés, les signes disparaissent. Donc, je peux définir SIJ comme la somme de Pi1, Pi jusqu'à Pj au carré. Les signes moins, c'est à cause de ma métrique qui est moins, plus. Voilà. Et on peut faire là aussi un petit comptage, c'est un peu plus compliqué, et on trouve que le nombre total de ces variables pour une fonction à n particules est n fois n-3 divisé par 2. Donc, dans le cas de n égale 4, on retrouve qu'il y a 2 canaux, ST, TU ou UT, mais chaque fois, il n'y en a que 2. Pour une fonction à 5 points, il y en a 5. On peut les voir tout de suite, parce que si on a 5 particules, les canaux, comme il doit contenir au moins 2 particules, il doit forcément être 2 en 3. Mais combien de possibilités j'ai de partager comme ça, on voit tout de suite qu'il y en a 5. Donc là, c'est une fonction qui dépend de 5 variables et qui a des singularités dans ces 5 variables. Donc, voilà, là c'est encore un dessin en utilisant ces diagrammes de dualité
que j'avais introduit la semaine passée pour expliquer un petit peu la dualité entre S et T. Voilà, là c'est plus général avec beaucoup de particules externes. Et bon, la raison pour laquelle j'ai fait ce dessin-là, c'est pour illustrer les concepts des canaux avec un overlap, qui se superposent ou pas. La chose importante est la suivante, que si je considère deux canaux définis par ces deux lignes vertes, vous voyez assez bien qu'on peut couper les diagrammes comme ça, et après, on peut encore couper la partie haute de ce qui reste, la partie haute, à travers cet autre canal. Ça veut dire que je peux avoir une particule, une résonance dans ce canal-là, qui après est compatible avec avoir encore une autre particule, une autre résonance dans cet autre canal. Donc, ces deux canaux verts sont compatibles entre eux, dans le sens qu'on peut avoir à la même fois une particule ici et une particule ici. Si vous voulez, dans le langage des quarks, on peut avoir un état lié de ces deux quarks, et ça, c'est compatible avec encore un autre état lié de ces deux autres quarks. Par contre, si je regarde un de ces canaux verts et le canal rouge, vous voyez que les deux se croisent, et ça veut dire physiquement qu'on ne peut pas avoir en même temps une résonance dans ce canal-là et aussi dans ce canal rouge. Donc les rouges et les verts, ils ne peuvent pas être compatibles. Dans la fonction à 4 points, c'est justement le cas, parce que là j'ai seulement deux canaux, S et T, ou T et U, et T et U se croisent. Donc si j'ai une singularité en S, je ne peux pas avoir son résidu, il doit être non singulier dans l'autre variable. Hein? C'est une cohérence physique qu'on doit imposer aussi. Et c'est très important pour la construction de la généralisation. Donc, dans la fonction à 4 points, c'est banal, il y a seulement les cas rouge et vert, mais dans les cas avec plus de particules, on les voit tout de suite, il y a la possibilité d'avoir des pôles simultanés dans plusieurs variables. Alors, comment on est arrivé à construire ces amplitudes-là? Alors, comme le temps, il n'est pas... À quelle heure on a commencé? 9h45, oui. Je suis déjà un peu en retard. Je vous laisse lire tranquillement après les cours ces chapitres-là, qui est la première forme pour écrire ces amplitudes à n particules. Elle est due à M. Chang Hong Mo, mais comme on ne va pas l'utiliser tel quel, on va sauter quelques transparences, on gagne un peu de temps. Je vais seulement dire que cette forme est très utile pour démontrer une chose, qu'on voit une première cohérence interne de ces amplitudes, qui est la suivante, qui, si on va considérer la singularité la plus proche à l'énergie la plus basse possible dans un canal, on obtient les produits de deux amplitudes avec un nombre plus petit de particules externes. C'est-à-dire, là, je pars avec grand N particules externes. Si je prends un canal générique et je ne regarde pas une singularité arbitraire, mais la première singularité que je trouve à l'énergie la plus basse, là, je trouve directement que l'amplitude se factorise en
dans d'autres amplitudes du même type. Donc, cette amplitude a n particules, cette amplitude-là a petit n plus 1, et là, il y a petit n, grand n moins petit n plus 1. Hein? C'est assez clair, j'espère. Donc, il y a cette cohérence interne, la factorisation sur les pôles les plus proches, les plus bas, et c'est ce qui nous dit tout de suite que, que la première singularité de la théorie correspond à une seule particule. Donc, il n'y a pas de dégénérescence au niveau de la singularité la plus basse. Hein, le niveau alpha égale 0. La question est qu'est-ce qu'il se passe quand on va étudier les singularités à énergie plus élevée? Combien de particules il y a au niveau plus élevé d'énergie? Alors, au lieu de décrire en détail la formulation de Chan, on va utiliser, parce que c'est beaucoup plus pratique pour le développement ultérieur et après, finalement, pour la corde, une forme qui est due à Koba et Nielsen, aussi vers la fin de 68, et qui est aussi plus jolie du point de vue mathématique. Alors, la construction de Koba-Nielsen, elle se déroule comme ça. On a notre particule externe et on associe à chaque particule externe une variable réelle qu'on appelle la variable de Koba-Nielsen, ZI. Hein, pour chacun, pour I, pardon, là j'aurais dû mettre I égale 1 de n. Il y a encore des erreurs de frappe que même ce matin je n'ai corrigé un. Et là, je dois me rappeler de mettre I égale 1 de n. Et alors, ça, c'est la chose très intéressante et astucieuse, si vous voulez. Pour chaque canal, hein, on a dit que chaque canal planaire est défini de cette façon-là. Hein, on partage les pattes externes de cette façon-là. On associe. Alors, vous voyez que si je trace cette ligne verte, il y a exactement quatre particules qui sont tout proches, hein, qui sont proches de la ligne verte. IJ, J plus 1 et I moins 1. Hein, parce que, bon, si ça, c'est mon ordre cyclique, il y a ça. Donc, on associe au canal IJ, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une cross ratio, un harmonic ratio, un rapport anharmonique au biharmonique. Voilà, un rapport biharmonique. Le rapport biharmonique, vous voyez comment il est construit. On prend ZI moins ZJ fois ZI moins 1 moins ZJ plus 1, donc ça moins ça, fois ça moins ça, divisé par ça moins ça, et soit ça moins ça. OK? Cross ratio. OK. Pourquoi? On va voir pourquoi. Alors, on prend donc rappelez-vous, je l'ai recopié là. Alors, la fonction, la généralisation de la fonction bêta à n particules, qu'on va appeler B grand B n, est donnée par Koba-Nielsen dans cette forme très jolie. Il y a un volume d'intégration sous ces variables z qu'on va expliquer tout de suite, mais la chose très simple est que pour chaque canal, on met ce birapport, hein, à la puissance moins 1 moins la alpha de cette énergie, cette variable de Mandelstam de ce canal-là. C'est tout simple. Hein? Plus simple que ça. C'est vraiment pour dire, on fait la généralisation à un processus très compliqué en principe, avec beaucoup de singularités partout. C'est vraiment très simple.
Je vous rappelle que alpha S, IJ est alpha 0 en nombre plus alpha prime, qui est cette pente universelle, fois S. Donc, c'est une fonction linéaire de S, et elle paraît à l'exposante. Hein. Donc, si vous voulez, c'est la généralisation, peut-être ça au moins je devrais le rappeler. Pardon, voilà. Dans la fonction bêta, l'autre fois, on l'avait écrit dans cette forme intégrale, il y avait x à la puissance moins 1 moins alpha, 1 moins x à la puissance moins 1. Alors, c'est la généralisation de ça donnée par Koba-Nielsen, c'est de dire qu'il y a ce birapport à cette puissance-là. Alors, la chose un peu plus délicate, c'est le volume d'intégration. Le volume d'intégration est l'intégrale sur toutes les z, de moins infini à plus infini, avec un ordre, c'est-à-dire, là c'est la fonction de Heaviside. Hein? Donc, ça veut dire que zi doit être plus grand que zi plus 1. Donc, l'intégrale est sur tous les z, mais avec un ordre dans la magnitude. Il y a ces facteurs dans le dénominateur. Et surtout, je dois diviser par un volume. Mais ça semble un petit peu bizarre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire diviser par? Ça veut dire qu'en effet, là, j'ai un intégral sur n variables, parce qu'il y a un z pour chaque particule. Mais, en effet, je dois faire l'intégrale seulement sur n-3 variables. Donc, c'est une façon de dire, on élimine 3 variables d'intégration en divisant par ça. Et on rajoute aussi ces facteurs-là. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, vous me direz? Bon, c'est sûr que ça nous redonne, dans le cas n égale 4, un seul intégral. Et on avait vu que la fonction bêta est un intégral sur une seule x, pas sur 4. Donc, d'une façon ou de l'autre, pour récupérer la fonction bêta, on doit avoir quelque chose, on ne peut pas intégrer sur tous les z. Mais il y a une raison plus profonde. Donc là, c'est seulement, j'ai recopié les formules. Et c'est que ces birapports, ces biharmoniques, ont une propriété bien connue, qui sont invariantes par transformation projective. Donc, si on fait des transformations de zi de cette forme-là, alpha zi plus bêta divisé par gamma zi plus delta, bien sûr, les mêmes alpha, bêta, gamma, delta pour toutes les i, ces rapports sont invariants. Hein, ces rapports-là sont invariants. Ah, pardon, il doit être une transformation à déterminant alpha, delta, moins bêta, gamma égale 1. C'est un groupe de transformation, c'est un groupe type rotation. Vous voyez, alpha, bêta, gamma, delta sont réels, avec une condition, donc il y a 3 paramètres, donc c'est un groupe à 3 paramètres, on dirait, peut-être c'est le groupe de rotation en 3 dimensions, mais en effet, c'est une version non compacte du groupe de rotation. Parce que, disons, ça ne sont pas des angles, mais ce sont des choses qui peuvent aller jusqu'à l'infini, si vous voulez, ce ne sont pas des variables compactes comme des angles. Et alors, le problème, si je n'aurais pas fait cette division par ces volumes-là, j'aurais obtenu simplement un résultat infini, parce que cette invariance fait que toute l'intégrale est proportionnelle au volume du groupe. Hein, et comme c'est un groupe non compact, c'est O2,1 et pas O3, ce volume est infini. Donc, pour obtenir une réponse finie, je dois faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui nous rend l'expression bien définie, finie, et pourtant invariante par rapport à ce groupe-là. Donc, si je n'avais pas divisé par dv ABC, j'aurais obtenu un infini. Par contre, cette division me donne un résultat fini, et en plus, l'invariance me permet de fixer d'une façon arbitraire 3 variables. Parce que
vous savez, je prends par exemple Z1, et je peux toujours la mettre en valeur quelconque en utilisant cette propriété de symétrie. Et comme j'ai trois nombres à ma disposition, je peux fixer trois variables Z d'une façon arbitraire. Donc, c'est ça la construction de Cobb-Nielsen, hein, est assez simple conceptuellement. Évidemment, il y a cette petite complication qui, quand même, est essentielle. Hein. Voilà. Et maintenant, il y a encore une petite simplification, parce que je vous dirais, bon, mais quand même, on a ces rapports en harmonie, comme vous dites, des rapports qui sont assez méchants, mais non, parce qu'on peut se concentrer sur une différence déterminée, par exemple ZI moins ZJ, et mettre ensemble tous les termes qui ont ces facteurs-là. Alors, comme ce birapport a 4 différences, vous imaginez bien que si on prend une différence précise, ZI moins ZJ, il y aura 4 birapports hein, qui contiennent précisément cette différence. Et on les met ensemble. Donc, on remet ensemble des termes, tous les termes qui contiennent ZI moins ZJ, et on voit bien que ZI moins ZJ va être mis à la puissance alpha plus un autre alpha, moins un autre alpha, moins un autre alpha, parce que ZI moins ZJ, quelquefois, il est dans le numérateur, quelquefois, il est dans le dénominateur du rapport. Donc, on obtient une combinaison des 4 variables de Mandelstam qui sont proches, hein, des canaux qui se croisent. Hein. Je pourrais passer encore 10 minutes à faire le petit dessin. Mais le point final de tout ça, c'est très joli parce qu'en utilisant la conservation de l'impulsion, des choses banales, on trouve que cette combinaison de 4 alpha, elle n'est rien d'autre que les produits scalaires hein, de Lorentz entre pi et πj. Donc, vous voyez que la différence ZI moins ZJ est mise à l'exposante, à part un facteur d alpha prime, PI, produit scalaire PG. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Hein. La seule complication, si vous voulez, c'est le volume, qui est un peu compliqué, mais l'intégrande est simplement la différence de chaque paire IJ des variables de Cobb-Nielsen à la puissance PI.PJ. Donc, ça pourrait difficilement être plus simple pour quelque chose qui, en principe, aurait pu être horrible. Donc, on arrive à cette forme-là. Alors, la chose intéressante de cette forme-là est que l'intégrande, il ne dépend pas, lui, de l'ordre cyclique de notre particule, parce que ZI moins ZJ, sur tous les paires IJ, à la puissance pi pour IJ, il a complètement oublié l'ordre des particules externes, et la seule trace de cet ordre-là est dans les θ qui comparaient dans les volumes d'intégration. Peut-être que je n'ai pas expliqué une chose. Les choses sont un petit peu plus compliquées, pas trop, mais un petit peu plus compliquées, si on prend un cas générique où alpha 0 est n'importe quoi. Alpha 0, c'est les valeurs de alpha ds quand s égale 0, ou alpha dt quand t égale 0. Alors, il s'avère, pour des raisons qu'on va expliquer plus tard, peut-être dans la deuxième heure, que le seul cas cohérent et intéressant, surtout pour l'élimination de ces fantômes, c'est le cas alpha 0 égale 1. Alors, pour faire les choses un peu plus simples, j'ai considéré directement ce cas-là.
À ce stage-là, ce n'est pas évident pourquoi je dois prendre alpha 0 égale 1. Ça simplifie un petit peu les formules, ça nous donne cette formule qui est très jolie. Si alpha 0 n'est pas égal à 1, la formule est un peu plus compliquée, mais vous pourrez me dire, bon, so what? Okay? Mais, comme on verra plus tard, que alpha 0 égale 1, c'est absolument nécessaire si on veut éliminer les fantômes. On se met déjà dans ce cas de figure. Comme ça, on a aussi des formules un peu plus simples. Donc, ça, c'est pour vous expliquer ça. Et je dis again parce que je pense que je l'avais déjà utilisé dans la formule de Chan, qu'on n'a pas. Alors, maintenant, il nous reste à disposition le choix des 3 Z. On peut choisir n'importe lequel et on peut lui donner n'importe quelle valeur. Alors, la chose la plus utile, une des choix les plus utiles, c'est la suivante. On dit que ZA est Z1, et vous vous rappelez que j'avais ordonné les Z, donc Z1, c'est le plus grand, et je le mets à l'infini. ZB, je l'identifie avec Z2, et je le mets à 1. Et finalement, le Zn, la dernière particule dans l'ordre 1, 2, 3, n, je le mets à 0. Ça veut dire que comme les autres sont ordonnés, Z3 jusqu'à Zn-1 sont ordonnés, ils vont de 0 à 1. Hein? Donc, cette formule-là, où il y avait moins infini à plus infini, devient des intégrales de 0 à 1, comme dans la fonction bêta, hein? De n-3 variables, parce qu'on va de 3 à n-1, donc c'est n-3 variables, ordonnées, zi plus grand que zi plus 1, tous de 0 à 1, mais ordonnés, et après, bon, j'ai le produit de ces facteurs zi moins zj. Et disons, ça, c'est la forme la plus simple que je peux écrire. Et c'était le point de départ pour arriver à comprendre le spectre de la théorie. Donc, le premier travail qui arriva à étudier le spectre de la théorie, c'est moi avec Fubini et Bartacci et Mendes en 1969. Et c'était fait d'une façon assez laborieuse, si on veut dire. Mais il y a une façon assez plus simple, j'espère, de faire ça, qui utilise un formalisme d'opérateurs du type de la mécanique quantique, que c'est très intéressant, premièrement parce qu'il est relativement simple d'écrire par rapport à l'original, et deuxièmement parce qu'il nous amène tout droit dans la théorie des cordes. On verra bien la semaine prochaine la connexion entre ces formalismes que là, on les fait juste pour obtenir cette factorisation et tout ça, avec la même structure qui découle de la théorie des cordes. Donc là, on va faire la connexion entre ces modèles duals et la théorie des cordes. Donc, comment on fait pour partir de cette forme-là et obtenir le spectre de la théorie? Bon, je vais vous annoncer les résultats et après les démontrer un peu en vitesse. Et là, il y aura un petit chevauchement avec le séminaire du professeur Di Vecchia qui, au départ, il va un peu rappeler ça. Donc, vous allez l'entendre peut-être 2 fois, un peu en vitesse, mais comme ce n'est pas tout à fait banal, c'est mieux. Alors, on a introduit des opérateurs qu'on connaît bien en mécanique quantique, position, impulsion, opérateurs d'oscillateurs harmoniques, de destruction et de création. Hein? Tout le monde qui sait faire la mécanique quantique de l'oscillateur harmonique connaît bien A et A Dagger. Alors, c'est tout à fait standard à une exception près, que j'ai des index de Lorentz, mu nu, qui incluent les zéros
donc la composante de type temps, tandis que généralement en mécanique quantique, on quantise non relativiste, on ne quantise pas les temps. Hein, il y a QI et PJ, mais pas Q0 et P0. Mais là, sont nécessaires a priori. Donc, je vais introduire ça. Et la chose intéressante, c'est que donc, pour covariance de Lorentz, là, je ne peux pas mettre I, mais je dois mettre I fois la métrique de Minkowski, qui j'ai choisi être de cette forme, moins 1 plus 1. Donc, si vous voulez, Q et P ont la règle de commutation normale de la mécanique quantique pour les composants spatiaux, mais les signes opposés pour la composante temporelle. Même histoire pour les opérateurs de l'oscillateur harmonique. Ils ont les signes plus 1, A à DAG généralement est plus 1, mais pour les temps, j'aurai un signe moins. En plus, il y a un nombre infini d'oscillateurs harmoniques, parce que vous voyez qu'il y a aussi l'index n qui va de 1 jusqu'à l'infini, mais sont découplés parce que n égale 1, ils ne partent pas avec n égale 2. Hein, ils sont découplés. Il y a une delta Kronecker nn, donc delta égale. Donc, comme je dis, il semble des opérateurs tout à fait innocents, tout ça, mais il y a ce truc-là, cette différence qu'il y a les signes moins pour le temps. Et c'est une conséquence d'avoir une théorie relativiste. Alors, c'est ce qu'on va prouver, en partie moi, en partie le professeur Di Vecchia, qu'il y a un ensemble suffisant pour factoriser toutes les amplitudes qui est donné de façon très simple par les états typiques de l'espace de Hilbert pour cet opérateur-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les vecteurs propres de l'impulsion et les vecteurs propres de l'oscillateur harmonique. Alors, vous savez bien comment on fait les vecteurs propres de l'impulsion. Hein, on prend des ondes pleines. Donc, attention, K, là, c'est un nombre un nombre classique. Hein. Q, c'est l'opérateur. Alors, Paolo Di Vecchia va mettre probablement des petits toits pour montrer où il y a des opérateurs et où il n'y en a pas. Moi, j'étais un peu plus paresseux, donc je n'ai pas mis les toits. Mais Q, c'est quantique et K, c'est classique. Donc, ça, si 0 est un vecteur propre de l'impulsion avec une valeur propre 0, l'exponentielle IQK nous donne quelque chose qui a valeur propre K. Et après, je crée des états excités de ces oscillateurs harmoniques en appliquant sur les vides des opérateurs de création. Hein. C'est la chose standard qu'on trouve dans Dirac. Après Dirac, c'était devenu standard. Alors, ces états-là vont faire mon espace de Hilbert dans lequel je peux faire ma factorisation, comme je dis, des résidus, et tout marche très bien. Et en état générique, il y a un facteur de normalisation que je ne mets pas, mais disons, on peut le calculer facilement. Mais disons, il y a une relation entre K2, qui est la masse de cet état-là, et le nombre d'occupations, hein, A dagger A, c'est le nombre d'occupations. Donc, il y aura aussi, voilà, là, on va attribuer à chaque état une masse. Alors, je signale tout de suite qu'à cause du signe moins dans les règles de commutation des composantes temporelles, il y a des problèmes, en général des problèmes, parce qu'en état A dagger 0, mu égale 0,
qui agit sur 0, si on fait le calcul de la norme de ces états-là, à cause de ces signes moins, ça nous donne moins 1. Donc il y a des états à norme négative à cause de la métrique de Lorentz. Hein. C'est le prix à payer apparemment pour avoir l'invariance de Lorentz. Alors, on dit, bon, on jette l'éponge et on dit, c'est fini. Mais il y a encore un espoir. Et l'espoir, c'est qu'on va démontrer tout à l'heure que cet ensemble d'états est suffisant pour avoir la factorisation, mais peut-être il n'est pas tout à fait nécessaire. Peut-être il y a des états qui ne sont pas vraiment nécessaires là-dedans et qu'on peut éliminer. Et ça, c'était les sujets principaux du séminaire du professeur Di Vecchia. Hein. Le chemin technique, je vous préviens, mais je pense que c'est très, très important. Alors, la démonstration de la factorisation, on peut la faire en introduisant des opérateurs qu'après on va retrouver dans la théorie des cordes. Donc, c'est mieux de l'apprendre tout de suite, de se familiariser avec. Entre parenthèses, même ce matin, j'ai trouvé une erreur de frappe. Je vous prie de corriger dans vos notes. Là, j'avais mis à nouveau un plus. Donc, j'avais défini 2 fois Q plus de 2 façons différentes. Alors, évidemment, là, c'est un moins et c'est répété aussi dans la page suivante. Alors, on a introduit un opérateur Q de Z. Z, c'est cette variable de Koba-Nielsen, qui consiste en 3 morceaux, une partie 0, une partie plus et une partie moins. La partie 0 contient seulement les opérateurs de position et d'impulsion. Donc là, ce sont les opérateurs Q et P. La partie plus contient seulement les opérateurs type destruction, les A, et la partie moins, les opérateurs de type création, donc avec un DAG hermitien conjugué. Et l'autre objet fondamental, c'est les vertex. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de vertex, qui est très, très connu dans la théorie des cordes, qui est rien d'autre que l'exposant de Q fois K. Donc, les vertex dépendent pas seulement de Z, mais aussi de l'impulsion K, un nombre classique, hein, et l'exponentielle IK fois Q, bien sûr, produit de Lorentz, mais avec des dots, hein, qui est le symbole standard pour l'ordonnement normal, hein, normal ordering des opérateurs. C'est-à-dire que quand on écrit ce symbole-là, ça veut dire qu'on met les opérateurs de création à gauche, les opérateurs de destruction à droite, et on met aussi, dans cette définition-là, on peut aussi faire une définition légèrement différente ici, ce n'est pas trop important, mais on met aussi le Q à gauche de P. Okay? De telle façon que si cet opérateur-là agit sur le vide, comme le vide est tué par les opérateurs de destruction et par P, ces 2 premiers facteurs disparaissent parce qu'il devient exponentiel de 0. Hein? Donc, il donne 1 et il disparaît. Donc, c'est pratique. Mais disons, la vraie raison pour mettre les petits points ici, c'est que si on ne les mettait pas, on peut démontrer qu'à nouveau, on obtient des objets infinis. Donc, des opérateurs qui n'ont pas une action finie sur nos états. Donc, cette normal ordering, c'est essentiel, hein, pour définir des opérateurs bien définis. Voilà. Et on démontre là, c'est juste une répétition, hein, et après, on démontre que les Q, bon, là, à nouveau, j'aurais dû mettre nu et un J mu nu, hein, j'ai oublié ça aussi, à se rappeler, avec un log. Et la chose plus importante est que les produits
Ah là là, là aussi, j'ai plusieurs corrections à faire. Hein. Alors là, il doit y avoir les points sur le premier V, les points sur le premier V. Quand on multiplie deux choses qui sont bien ordonnées, les produits, il n'est pas encore lui-même bien ordonné. Hein, parce qu'il y a des choses à gauche, des choses à droite qui ne marchent pas. Donc, on doit V ordonné fois V ordonné fait VV tout ordonné fois un facteur qu'on obtient facilement en utilisant la formule. Et pourtant, je pensais l'avoir mis quelque part. Pour le commutateur de 2, il a disparu. Bon, si on utilise ça, comme on peut démontrer que les produits, pardon, en effet, je me trompe moi-même. V est bien défini, donc là, il n'y a pas d'erreur de frappe. Okay. V est défini comme ça, pardon. V est déjà défini comme ça. Donc, non, la formule là est juste, heureusement. Okay. Mais effectivement, là, il faut le mettre parce que VV, il n'est pas encore ordonné. Et pour l'ordonner, alors, si on applique cette formule n carré fois, on obtient facilement, parce qu'à la fin, tout fait 0 sur le vide, on obtient, et ça vous pouvez vous rendre compte assez facilement, qu'on obtient l'intégrande de la fonction à n point de Koba-Nielsen simplement comme les valeurs d'expectation dans le vide d'un produit de V. Donc, c'est comme ça qu'on obtient quelque chose qui commence à être factorisé, parce qu'on a les produits d'un terme pour chaque particule. Mais le prix pour avoir ça, c'est d'introduire ces opérateurs et cette algèbre des opérateurs. Alors, si on se rappelle la formule de Bn et on utilise l'identité précédente, on obtient la fonction bêta fois même une delta, la conservation de l'impulsion, elle vient automatiquement dedans, comme les volumes de Koba-Nielsen, le volume d'intégration, et l'intégrale et les produits des vertex. Encore un petit pas et on y est, parce qu'on introduit un opérateur qu'on appelle L0 qui annonce qu'il y aura des L1, L2, Ln. On va voir ça là dans le séminaire. Mais disons L0 pour l'instant est juste défini par cette formule-là. Si vous voulez, c'est le nombre d'occupations. A d'AG A, c'est le nombre d'occupations de chaque oscillateur harmonique, avec un poids n pour les énièmes oscillateurs et quelque chose qui va comme la masse au carré. Et c'est très facile de voir que cet opérateur-là, quand il agit sur Q, il nous donne Z dérivé par rapport à Z de Q. Et par conséquent, quand il agit sur V, ou plutôt quand on met V entre Z à la puissance L0 et Z à la puissance moins L0, avec une petite algèbre, on obtient ce résultat-là, que V de Z, c'est ce qu'on a là, on peut le réduire à V de 1, qui donc ne dépend plus de Z, par des facteurs Z à la puissance L0, Z à la puissance moins L0. Alors imaginez-vous de faire ça n fois, là, d'introduire ça. Vous voyez ce qu'il se passe, c'est que sur la gauche, j'ai un Z L0, mais pour le vertex qui est à côté, pour lui, le Z va être sur la droite. Donc, je ramasse ensemble les choses et j'obtiens par exemple ZI à la puissance L0 divisé par ZI plus 1 à la même puissance L0. Hein? Si on utilise cette formule-là n fois, on obtient ça. On obtient donc des L0, des rapports à la puissance L0, mais vous rappelez que les ZI sont ordonnés, donc ces rapports-là varient entre 0 et 1,
On a juste à ajouter un petit jacobien pour passer de l'intégration à l'autre. Et très facilement, on arrive finalement au résultat final. C'est-à-dire que la fonction à n points, on arrive à la mettre dans cette forme-là. Il y a l'étape P1, il y a un vertex calculé en 1, z égale 1 pi d, et, là, et après il y a un facteur 2 qui est simplement 1 divisé par L0, parce que j'ai z à la puissance L0, ou x à la puissance L0 intégré entre 0 et 1, donc c'est un intégral banal que je peux faire, et me donne ça. Donc vous voyez que là, il joue le rôle d'un propagateur, et maintenant, l'amplitude est complètement factorisée parce que c'est ce que je peux faire là. Je reprends cette formule-là. Et si je suis par exemple intéressé au canal 1 plus 2 plus 3 qui va en 4 plus 1 plus 2 plus 1, donc si je suis intéressé à ce qu'il y a ici dans le diagramme, qu'est-ce que sont les particules que comparées là, c'est très simple. Je prends la formule et je mets aux deux côtés de mon 2, je mets l'unité qui est écrite en termes, vous savez, on peut décomposer l'unité, l'opérateur unité en termes des états, completeness. Hein? Donc, parce que ces états-là sont un ensemble complet d'états. Si je le mets là, comme ces états n sont des vecteurs propres de L0 et sont aussi des vecteurs propres de D, et donc j'obtiens la factorisation parce que maintenant chaque état contribue à l'amplitude avec un couplage à gauche, un couplage à droite et un propagateur au centre. Donc, c'est exactement ce que je voulais faire. Hein. Donc, résoudre le problème, peut-être d'une façon redondante, comme je dis, hein, parce que, effectivement, là, il y a des états à norme négative. Et la toute dernière chose que je voulais faire, mais je vois que je suis déjà 5 minutes en retard, donc comme c'est une parenthèse, bon, c'est très intéressant, je le dis en quelques mots, mais on va la faire la semaine prochaine parce que je ne vais pas prendre trop de temps. On peut compter les états, et là, la surprise fut que le nombre d'états à l'énième niveau d'énergie croît exponentiellement par rapport à n. Donc, il y a un spectre d'états qui, au lieu d'être linéaire ou quadratique en n, comme on avait pensé en regardant la fonction à 4 points, une fois qu'on regarde les fonctions généralisées en n points, on découvre que le spectre est exponentiel. Donc, il y a un nombre exponentiel d'états dans la théorie. C'est ce que c'est très intéressant dans le sens que, par exemple, la fonction de partition de la théorie a des divergences. Donc, il y a les concepts. Vous n'avez pas tout dans les transparences, j'ai rajouté quelque chose hier. Il y a c'est ce qu'on appelle une température maximale dans ces modèles-là, qui sera réinterprétée en QCD comme une température de déconfinement. Disons, ça c'est une autre histoire. Mais je pense que je m'arrête là parce que j'ai déjà pris un peu trop de temps. Donc on fait un petit intervalle, peut-être on recommence à 11h05, 11h10. OK? Merci beaucoup.